Donc bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Il s'agit du troisième volet de notre grande série historique consacrée à la naissance de la station de la Norma. Et avant de commencer, je tiens à rappeler que cette plongée au cœur des archives est rendue possible par l'impulsion de la normatitude. Ah oui, incontournable. C'est une communauté de passionnés ultra active qui fait littéralement vivre l'âme de cette station au quotidien. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent ça de près, cette communauté vient de franchir un nouveau cap majeur. Ouais, avec les ambassadeurs. C'est ça, elle s'appuie désormais sur des ambassadeurs officiellement ancrés dans la vie locale. C'est vraiment ce tissu humain, cette énergie, qui nous permettent d'exhumer de tels récits pour notre auditoire. C'est vital. Et pour resituer un peu le contexte de notre analyse, c'est toujours utile de regarder le chemin qu'on a déjà parcouru ensemble. Un petit récapitulatif. Voilà. Lors de notre tout premier volet, l'attention s'était portée sur les origines théoriques, avec ce fameux projet fantôme géant, tu sais, Valchavière. Ah oui, le mirage. Exactement, un véritable mirage d'urbanisme en très haute montagne. Un truc démesuré qui n'a finalement jamais vu le jour. Et dans le deuxième volet, on s'était permis un petit bond dans le temps pour aller décortiquer ce qu'on a appelé le rapport explosif de 1973. Un moment de grosse tension. Ah bah, on a vu comment les services de l'État avaient carrément tenté d'enterrer le projet de la station alors qu'il était déjà lancé en pointant du doigt une géologie prétendument instable, une météo capricieuse. Des vents insurmontables, soi-disant. C'est ça. Mais aujourd'hui, changement de cap. La mission, c'est de remettre les horloges à l'heure et de reprendre l'histoire de manière strictement chronologique. On efface le reste. On s'immerge exclusivement dans une seule et unique année de bascule. Aujourd'hui, on décortique l'année 1970. L'année zéro du projet, concret en fait. Le moment précis où le papier commence à rencontrer la réalité physique et sociale de la montagne. Et pour comprendre les forces en présence, on a sur la table des sources qui sont très précises. On a les comptes rendus officiels du syndicat intercommunal à vocation multiple. On a aussi les rapports souvent très très froids et techniques de la direction départementale de l'équipement, la DDE. La fameuse DDE. Et bien sûr, les témoignages inestimables de figures locales historiques comme Jules Buisson et Pierre Rolando. Et franchement, ce qui saute aux yeux quand on compile tous ces documents pour 1970, c'est une immense fierté locale. Une ténacité hors norme. Le récit d'élus qui ont refusé la fatalité économique. Et pour bien comprendre, il faut observer comment tout démarre entre février et avril 1970, parce qu'on pourrait qualifier d'alliance improbable. Un mariage de raison, oui. Un mariage de raison entre deux communes voisines. C'est le point de départ fondamental. Sans cette alliance, rien n'existe. On a deux villages, Villarodin-Bourget et Avrieux. Ils partagent un même territoire montagnard, mais ils vivent des réalités économiques diamétralement opposées en ce début d'année 1970. Du coup, plantons le décor, car les contrastes sont vraiment saisissants. D'un côté, on a la commune de Villarodin-Bourget, dirigée par son maire, Pierre Rolando. Oui, Et sur le papier, cette commune a tiré le bon numéro géographique, puisqu'elle possède l'Or Blanc, le magnifique plateau du Prat, l'espace parfait pour imaginer des pistes de ski. le terrain de jeu idéal. Le problème, c'est que les caisses de la mairie sont désespérément vides. Et pour assombrir le tout, il y a l'usine Saint-Gobain. Cette usine, qui est située sur son territoire et qui emploie une grande partie des habitants, vient d'annoncer sa fermeture imminente. Et il faut vraiment mesurer l'impact de cette annonce. La fermeture de l'usine, qui était prévue pour la fin de l'année 72, c'est pas juste une mauvaise nouvelle économique. Non, c'est pire que ça. Pour un village de montagne isolé, c'est une condamnation à mort sociale pure et simple. Que si les emplois disparaissent, les familles partent chercher du travail en ville. Exactement, l'école ferme, les commerces s'éteignent, Villarodin-Bourget est dans une situation d'urgence vitale absolue à ce moment-là. Il faut créer des emplois, de substitution, et très vite. Mais alors, de l'autre côté de la balance, à quelques kilomètres seulement, on a le village d'Avrieux, sous la houlette de son maire François Bouvet. Et là, l'ambiance est totalement différente. Le jour et la nuit, Avrieux affiche une santé financière insolente. La commune regorge littéralement de liquidités grâce aux retombées de la taxe professionnelle. et c'est là qu'il faut être extrêmement précis sur l'origine de cette richesse, Ah oui, c'est crucial. parce que ça explique absolument toute la dynamique politique de la région. Cette opulence, elle ne doit rien au hasard. Non, l'argent affluait massivement grâce à deux moteurs industriels colossaux. Le premier, qui est très connu, Avrieux héberge sur son sol les installations de l'ONERA. l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, c'est bien ça? Tout à fait. Ce sont d'immenses souffleries destinées à tester des maquettes d'avions et de fusées. Et ces installations génèrent une taxe professionnelle monumentale.
Mais le deuxième moteur, qui est tout aussi crucial et souvent oublié quand on regarde l'histoire, ce sont les infrastructures d'EDF. Le territoire accueille 3 centrales hydroélectriques majeures. Et attention, pas n'importe comment. Il y a un détail géographique majeur. Les turbines de ces centrales se trouvaient physiquement implantées sur le territoire de la commune d'Avrieux. Et c'est ce détail physique qui change absolument tout. Ah bah oui, parce que l'eau descendait des montagnes environnantes, ça on est d'accord, mais la transformation de l'énergie cinétique en électricité et donc la taxation de cet outil industriel de pointe, ça se faisait sur le sol d'Avrieux. C'est ça. Ces turbines garantissaient une manne financière régulière, prévisible et vraiment massive en provenance d'EDF. Donc si on résume, on a un partenaire qui a des millions mais aucune urgence vitale, et un autre qui a le couteau sous la gorge économiquement, mais qui possède un atout majeur, les terres pour la station. C'est ça. Et l'administration préfectorale de l'époque, face à ça, elle propose un truc qui semble logique sur le papier, la fusion. En 70, la politique nationale pousse agressivement aux regroupements communaux pour rationaliser les coûts. L'État a les cordons de la bourse, donc il s'en sert comme moyen de chantage. Sauf que sur le terrain, cette injonction technocratique se heurte à un mur de méfiance locale. Et une méfiance totalement justifiée par les chiffres. Ouais, le maire d'Avrieux était pourtant ouvert à l'idée au départ, je crois, mais son propre conseil municipal a refusé tout net. Et on les comprend un peu. Quand on a les millions d'EDF, on n'a pas forcément envie de les diluer pour éponger les dettes du village d'à côté. C'est humain, ouais. Il fallait trouver une troisième voie. Une solution diplomatique pour avancer sans se détruire mutuellement. Et cette solution qui a été négociée très âprement entre février et mars 1970, c'est la création de ce fameux SIAVB, le syndicat intercommunal à vocation multiple. Ce syndicat, il est génial parce qu'il permet de mettre les ressources en commun uniquement pour le projet de la station. Rien d'autre. Et la répartition financière? Elle est très révélatrice. Au départ, la commune d'Avrieux s'engage à financer 75% des dépenses du projet. C'est énorme. Et très rapidement, face à l'ampleur de la crise, avec la fermeture imminente de l'usine Saint-Gobain, Avrieux finira par assumer la quasi-totalité des investissements. Donc ce pacte asymétrique, motivé par la solidarité locale et vraiment la survie de la vallée, il finit par être validé par un arrêté du préfet le 22 avril 1970. L'entité juridique est née, le compte en banque est solide grâce à la fée électricité. Et là, on pourrait se dire, ça y est, le plus dur est fait. Sauf que c'est là que l'histoire dérape. Parce que toute cette belle ingénierie financière, elle ne sert strictement à rien sans la matière première. La terre. La terre, exactement. On arrive au milieu de l'année 1970 et le syndicat se heurte à un mur de réalité. La montagne qu'ils veulent aménager, elle ne leur appartient pas. Eh oui. Et là, ça devient un casse-tête foncier d'une complexité effarante. C'est le témoignage de Jules Buisson, le premier adjoint historique de la commune de Villarodin, qui nous éclaire vraiment là-dessus. J'ai lu ses notes et franchement, quand on s'y penche, on réalise l'ampleur de la tâche. Il raconte que rien que pour acquérir les terrains du bas de la future station, donc sur le fameux plateau du Prat, il fallait traiter avec pas moins de 90 propriétaires privés. 90 propriétaires pour une seule zone initiale. C'est dingue. Et on ne parle pas de grandes parcelles bien carrées et délimitées. Ah non, ce serait trop facile. C'est la réalité de l'héritage alpin. Des successions complexes, des terrains qui ont été divisés en de minuscules bandes de terre sur plusieurs générations, des indivisions où tu as besoin de l'accord de chaque lointain cousin. Jules Buisson décrit ça comme un travail de titan. Il fallait carrément agir comme un détective privé pour retrouver des propriétaires qui, parfois, avaient quitté la région depuis hyper longtemps. Un cauchemar administratif. Mais en lisant ça, il y a une question logique qui s'impose. Enfin, moi je me dis, comment tu convaincs 90 montagnards de céder leurs terres ancestrales pour un projet de station de ski qui, au milieu de l'année 1970, n'existe même pas encore sur le papier? C'est la grande question. Le réflexe humain, c'est de dire non, ou alors de demander des sommes astronomiques. Il n'y a pas un risque de spéculation immense là-dedans. Ah le risque est énorme. Il suffit qu'un ou deux propriétaires flairent la bonne affaire immobilière pour tout bloquer en demandant des prix exorbitants. C'est une déduction parfaite de la situation. Et c'est justement là que les archives du 22 septembre 1970, elles révèlent une stratégie politique et juridique tout simplement brillante de la part des élus locaux. Vas-y, explique-nous ça. Pour éviter la spéculation et la paralysie totale, le syndicat prend une délibération décisive. Il crée des lotissements très spécifiques nommés Le Coulon et J. Bourget. Et la mécanique de ces lotissements, elle était conçue pour aligner les intérêts de tout le monde, c'est bien ça? Exactement.
Le syndicat propose un accord totalement inédit. Ces lotissements, ils étaient strictement réservés, en priorité absolue, aux propriétaires qui acceptaient de vendre leur vaste terrain brut au syndicat. Ou à leurs descendants directs, je crois. Oui, aux propriétaires ou à leurs descendants. Le marché était super clair, cédez-nous l'espace nécessaire pour créer le domaine skiable et en échange, on vous garantit le droit d'acquérir une parcelle parfaitement viabilisée dans ce nouveau lotissement. Donc avec l'eau courante, l'électricité, le tout à l'égout. Tout ça, oui, pour y construire votre propre maison individuelle. L'idée est hyper astucieuse. Mais à quel prix? Parce qu'on sait tous qu'une parcelle viabilisée en montagne, ça coûte extrêmement cher à aménager. C'est là que l'argument devient irrésistible. Le syndicat leur vendait ces terrains viabilisés à un tarif défiant absolument toute concurrence, pour l'époque, 20 francs le mètre carré. 20 francs. Mais c'est presque donné. C'était un avantage matériel massif, oui. Presque un cadeau offert à la population locale en échange de la terre brute. Mais attends, il y a une faille évidente dans ce système. Laquelle? Si un propriétaire local achète cette parcelle viabilisée à seulement 20 francs le mètre carré, qu'est-ce qui l'empêche de signer l'acte de vente le matin et de revendre cette même parcelle l'après-midi à un promoteur immobilier lyonnais ou parisien pour, je sais pas, 80 ou 100 francs le mètre carré? Le syndicat aurait financé la spéculation avec l'argent public. Eh bien, c'est là que se trouve le véritable coup de génie juridique. Le syndicat avait totalement anticipé cette faille. Ah oui. L'article 8 de cette convention stipulait très clairement une clause de sauvegarde. La revente des lots, qu'ils soient bâtis ou non bâtis, était rigoureusement interdite pendant une durée de 20 ans. 20 ans. Mais c'est une génération entière. C'est précisément le but. 20 ans de gel foncier, ça garantissait que la terre reste entre les mains de la communauté locale. C'est brillant. En instaurant cette règle, François Bouvet et Pierre Rolando s'assuraient que la future station ne devienne pas un corps étranger imposé d'en haut par des promoteurs extérieurs. D'ailleurs, il y a cette citation de François Bouvet qui résumait parfaitement la philosophie du projet. Il disait nos parents ont accepté de céder des terrains pour construire la soufflerie de l'Onera. Il faut qu'à notre tour, nous donnions quelque chose à nos descendants. C'est fort comme vision. C'est un moyen de forcer le destin pour que les enfants du village puissent vivre et travailler sur place dans ces fameux nouveaux emplois touristiques. Ce qui devait remplacer ceux de l'usine Saint-Gobain, évidemment. Exactement, c'est le fondement de la résilience d'un territoire. On lie le sort économique de la famille à la réussite à long terme de la station. Donc si on récapitule, à l'automne 1970, on a le syndicat, on a l'argent massif des turbines d'Avrieux, et les 90 propriétaires sont convaincus grâce à ce contrat ingénieux à 20 francs le mètre carré avec le gel de 20 ans. Tout semble parfait. La piste semble totalement dégagée. Sauf que les maires avaient oublié un acteur majeur dans l'équation. L'administration centrale. Voilà. Et là, on bascule dans la troisième grande dynamique de l'année 1970, le bras de fer technique avec l'État. Parce que pendant que les maires dénouaient tous les fils complexes du foncier, les instances étatiques, et notamment la DDE, envoyaient leurs ingénieurs scruter la montagne. Et leurs rapports, ils vont jeter un froid polaire sur l'enthousiasme local. Un vrai seau d'eau glacée. À la lecture de ces archives, notamment le rapport de mars et surtout la grande note de synthèse du 3 novembre 1970, celle signée par l'ingénieur en chef, c'est ça, on sent bien que l'enthousiasme n'y est absolument pas du côté de l'État. Les ingénieurs regardent les cartes topographiques et ils tirent la sonnette d'alarme. Ils analysent 2 secteurs principaux, c'est bien ça. Oui, d'abord le secteur qu'on appelle la repose. L'étude technique pointe des défauts qui sont jugés carrément rédhibitoires par les standards de l'État. Du genre? D'abord, le manque cruel d'ensoleillement hivernal. Le rapport est clinique. Entre le 15 et le 20 janvier, la zone constructible de la repose ne reçoit pas plus de 2h30 à 3 heures de soleil par jour. Ah oui, pour des vacances au ski, c'est un peu sombre. C'est compliqué. Et ensuite, il y a la sécurité de l'accès. La seule route disponible à ce moment-là, c'est une voie de service EDF qui est réputée très dangereuse. Avec des éboulements, je crois. Voilà, elle traverse des zones géologiques instables, donc des éboulements fréquents. On comprend vite que construire des barres d'immeubles touristiques dans une zone sombre où la route s'effondre un jour sur 2, ça coince. C'est pas l'idéal. Donc, les ingénieurs se tournent logiquement vers l'autre secteur, le PRA. Là où le foncier vient justement d'être acheté par le syndicat. Et là, l'exposition solaire est bien meilleure. Mais, parce qu'il y a un mais, Mais le coup près du rapport du 3 novembre tombe sans appel. Le secteur du Prat est séparé des zones potentiellement skiables par un dénivelé forestier extrêmement abrupt. on parle de plus de 300 mètres de dénivelé, avec une pente presque continue de 50%.
c'est un mur. Et le rapport souligne une aggravation majeure. Ce versant est balayé par des couloirs d'avalanche récurrents qui se déclenchent régulièrement 2 à 3 fois par an. Donc avalanche plus mur de forêt. La conclusion de la DDE est sévère, mais logique de leur point de vue technique. Je cite, « On ne peut espérer organiser au Prat une station au sens habituel du terme ». Ce qui est vraiment captivant ici pour les passionnés d'histoire, c'est le choc frontal entre deux manières de voir le monde. Deux visions irréconciliables. D'un côté, on a la DDE, l'administration qui analyse la montagne uniquement à travers le prisme froid des chiffres, des pourcentages d'inclinaison, de la géologie pure et des heures de soleil. Une vision très cartésienne. Et de l'autre, on a les élus locaux qui ont littéralement le feu aux fesses. Les élus, ils ne contestent pas forcément la topographie, ils savent bien que la pente est raide. Bien sûr. Mais pour eux, la perfection technique du site, elle est totalement secondaire face à l'urgence sociale. La fermeture de Saint-Gobain dicte le rythme, pas le pourcentage de la pente. Le but de la station, c'est avant tout de créer un écosystème de survie pour les familles de la vallée, peu importe si c'est compliqué à bâtir. Et cette détermination farouche à faire plier l'administration, elle va s'illustrer d'une manière incroyablement vivante à la fin de cette année 70. Ah, tu penses à l'épisode raconté par Pierre Rolando? Oui, concernant les réunions à la préfecture de Chambéry. Ça en dit tellement long sur l'abnégation de ces hommes. Il faut vraiment se représenter le quotidien de ces deux maires. Pierre Rolando et François Beauvais, ce ne sont pas des politiciens de carrière qui sont assis derrière des bureaux toute la journée avec des secrétaires. Ah non, pas du tout. Ils sont employés. Ils travaillent tous les deux physiquement à la soufflerie. Ils font leurs heures à l'usine comme tout le monde. Et une fois la journée terminée, au lieu de rentrer chez eux, ils entament leur deuxième vie. Le soir venu, au cœur de l'hiver savoyard, ils sautent dans la voiture personnelle de François Beauvais. Et attention, ce n'est pas un détail anecdotique du tout, parce qu'il roule dans une Citroën ID19. L'ID19. Pour préciser un peu, c'était le dérivé simplifié de la légendaire DS. Elle était équipée de la suspension hydropneumatique qui lui conférait une tenue de route absolument exceptionnelle. Et sur les routes sinueuses et souvent verglacées de Maurienne, c'était un atout indéniable. On imagine parfaitement la scène, quoi. La nuit tombe, le froid s'installe, François Beauvais est au volant de cette Citroën ID19 et il roule à tombeau ouvert en direction de Chambéry pour aller défendre le dossier de la station face aux bureaucrates. Pierre Rolando raconte dans ses mémoires que Beauvais conduisait tellement vite, en coupant littéralement tous les virages de montagne dans la pénombre, qu'il fallait vraiment s'accrocher au siège. C'est fou. Et le trajet n'était que le préambule. Bah oui. Arrivés à Chambéry, ils enchaînaient avec des réunions hyper tendues, d'interminables discussions avec les ingénieurs de l'équipement. Le but, c'était de contester chaque ligne, chaque virgule des rapports défavorables pour essayer d'imposer coûte que coûte leur vision. Et après des heures de bataille rhétorique, ils reprenaient la Citroën ID19, ils refaisaient la dangereuse route de montagne dans le sens inverse, au beau milieu de la nuit. Et le lendemain matin, à la première heure, nos deux maires retournaient pointer à l'usine de l'Onera pour faire leur journée de travail. Quand on y pense, c'est inhumain comme rythme. Totalement. Mais quand Pierre Rolando se souvient de cette époque, il dit simplement nous étions stimulés, nous en voulions, c'était formidable comme état d'esprit. C'est beau. Et ce harcèlement permanent, cette pression continue exercée à la lueur des phares d'une berline, ça finit par fracturer le mur administratif. L'État a craqué. Face à cet entêtement déraisonnable mais vital des élus locaux, l'État se rend bien compte qu'il ne pourra pas simplement balayer le projet d'un revers de main. Et le point de bascule de cette fin d'année 1970 survient le 18 novembre. Concrètement, l'État accepte de sortir le nez des cartes pour aller voir la réalité du terrain. Le sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne, accompagné de l'équipe d'ingénieurs de la DDE, se rend officiellement sur le site. Et là, confronté au terrain, et surtout à l'argumentaire qui était martelé par les maires depuis des mois, un compromis inespéré commence enfin à prendre forme. Ce compromis historique, il est officiellement acté lors de la délibération du 30 novembre 1970. Et c'est quoi l'idée alors ? La solution trouvée est hybride. On ne fera pas tout au même endroit, ce qui permet de contourner intelligemment les défauts de chaque secteur. D'accord. Le schéma retenu établit que l'urbanisation, les logements et le cœur de vie de la station se feront au Prat, là où le soleil donne, et surtout là où le foncier est sécurisé. Mais on avait dit qu'on pouvait pas skier là-bas. C'est ça. Donc, en revanche, le domaine skiable pur, lui, se développera sur les pentes de la Repose. Mais attends, il reste ces fameux 300 mètres de forêt hyper abrupte et de couloirs d'avalanche entre les deux secteurs. Comment ils font ? La réponse technique s'adapte à la contrainte.
On reliera tout simplement la zone de vie et la zone de ski par un maillage spécifique de remontée mécanique. Un téléporté, quoi. Voilà, le projet est sauvé sur le fil. Les réserves foncières acquises auprès des 90 propriétaires sont enfin déclarées d'utilité publique. L'administration donne son feu vert? La machine est officiellement sur les rails, tout juste avant que l'année 70 ne s'achève. Waouh! Si l'on prend un peu de hauteur pour faire la synthèse de cette plongée dans les archives, on réalise vraiment que cette année 70 est une formidable leçon de volonté humaine. Une masterclass même. C'est l'histoire d'une ingénierie politique incroyable. Faut se rappeler la puissance financière générée par 4 centrales hydroélectriques d'une commune, à Vrieux, qui s'est alliée au territoire d'une autre commune. C'est le triomphe d'une diplomatie locale hyper astucieuse. Capable d'inventer des contrats fonciers gelés sur 20 ans pour éradiquer la moindre spéculation. Et tout ça propulsé par l'énergie de 2 hommes qui avalaient les virages nocturnes pour tenir tête à la puissante machine de l'État. Et si on observe cet accomplissement avec un peu de recul, pour notre auditoire aujourd'hui, ça soulève une réflexion presque philosophique pour quiconque étudie l'histoire des grands aménagements. Vas-y. Quand on écoute le récit de cette année fondatrice, on prend conscience de la débauche d'énergie mentale, des négociations acharnées et de la complexité juridique qu'il a fallu déployer en 1970 uniquement pour avoir le droit de tracer des lignes sur des cartes et de faire signer des conventions. C'est vrai, c'était l'épreuve de l'humain contre la bureaucratie. On se battait contre des piles de papier. La montagne, elle, n'a pas encore été touchée à ce stade de l'histoire. C'est exactement toute la question. Si un tel épuisement était nécessaire juste pour exister sur le papier, que va-t-il se passer l'année suivante quand la théorie prendra fin? Quand on passe au réel. Quand les pelleteuses vont devoir s'attaquer à la pente et que la roche, la forêt et la neige vont commencer à résister physiquement, quel est le véritable coût humain, qui est invisible sur les factures, qu'exige la volonté de plier la rudesse de l'altitude au désir de l'aménagement? C'est une perspective vraiment vertigineuse et qui nous offre la transition parfaite. Car si l'année 1970 était celle des fondations juridiques, des stratégies de survie et des alliances nocturnes, La suite s'annonce explosive. ah oui, notre prochaine plongée historique dans les archives sera entièrement consacrée à l'année 1971. Et croyez-moi, tous les documents décrivent 71 comme l'année de tous les bouleversements absolus. C'est l'année où le métal mord enfin la roche. L'année où tout s'accélère sur le terrain de la Norma, avec une intensité et une violence que personne n'aurait pu anticiper. Pas même à bord d'une voiture lancée à pleine vitesse sur les routes de Maurienne. J'ai hâte de décortiquer ça avec toi. Moi aussi. On se quitte donc sur cette pensée, bâtir un territoire ne se résume jamais à exécuter un plan d'ingénieur. C'est un mélange de boue, de désespoir, transformé en entêtement, et parfois d'un coup de volant bien placé au milieu de la nuit pour sauver l'avenir d'une vallée. À très bientôt pour continuer à creuser l'histoire passionnante de cette station.